Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. C'est Jeff Morancy qui est là avec vous pour vous livrer cette édition du 16 avril 2020. Merci à vous tous d'être là et d'être bien présents avec nous et de continuer, même en période de confinement, à vous délecter, je vais le dire comme ça, de notre podcast. Donc, non, sincèrement, merci. La réponse est encore excellente, donc on est vraiment content. On est là, vous l'avez sans aucun doute remarqué, moins présent qu'on l'a été dans le passé, où ce qu'on était là du lundi au vendredi. En période de confinement, il y a moins de contenu, donc on produit moins, c'est normal. Mais on est là et on veut maintenir cette habitude-là d'être là avec vous. Je vous rappelle qu'on est présent sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, bref. On est sur à peu près toutes les plateformes que vous pouvez utiliser. Pour ce qui est de la chaîne YouTube, on vous revient en vidéo dans quelques temps, le plus rapidement possible. On va essayer de faire ça et de vous mettre ça en ligne. Dans le plan de match de ce soir, je veux qu'on se parle de l'impact que aura la crise pour la MLS et principalement pour l'Impact de Montréal versus les autres clubs en action dans la métropole. Je veux qu'on se parle de l'implication de l'Impact dans le développement du soccer au Québec et ça, c'est le sujet principal du podcast d'aujourd'hui. Je vous ai posé une question sur Twitter. Est-ce que l'Impact devrait avoir un pouvoir de gestion sur Soccer Québec pour le développement du soccer au Québec? Ça fait beaucoup de bruit. J'ai eu des bonnes discussions avec vous sur Twitter un petit peu plus tôt cette semaine. Plusieurs intervenants donc qui sont venus participer à cette discussion-là et je tiens à les remercier d'avoir participé donc à ce débat-là. C'est le fun quand c'est constructif, puis on peut ne pas toujours être d'accord, mais faut réussir donc à bien se parler. M. Fournier, coach Casimiro, également qui était de la discussion, Marc Touga qui était là et bien sûr Jérémy Trudel. Donc on a jasé pas mal. Et je vous fais part de tout ça dans quelques instants. Mais avant, je veux qu'on se parle de quelques petits points en rafale. Premièrement, la signature de Mohamed Farsi avec le Cavalry FC. Lui qui va s'aligner donc avec une des meilleures formations, selon moi, de la CPL. Je pense que ça va être bien. Mohamed Farsi, tout un joueur de soccer, lui qui est sous la gérance de Obélix, la firme donc de Nicolas A. Martineau, entre autres. Super intéressant comme signature pour le Cavalry FC. Mohamed Farsi, que moi j'ai vu jouer en tournoi futsal du côté de Laval. Je pense qu'à l'époque, et c'est sous toute réserve, mais de souvenir, Mohamed s'alignait avec Georges Vanier, si je me trompe pas, tout un joueur. Il a d'ailleurs gagné il n'y a pas longtemps un ballon d'or pour ses performances justement en futsal. Lui qui a débuté, donc a commencé à jouer là, au ballon à 8 ans, s'est aligné donc amateur jusqu'à 18 ans, principalement en circuit 3 avec Notre-Dame de Grâce, entre autres. A joué semi-pro avec le CS Longueuil à 19 ans, donc s'aligné avec l'AS Blainville, et c'est là qu'il a tombé dans l'œil, on va le dire comme ça, du Cavalry FC dans un match contre York FC, un match que vous vous souvenez très certainement, et je pense que tout a débuté là pour Mohamed
Farsi, qui a quitté après ça pour l'Algérie avant de revenir ici. Donc, il doit être très heureux d'être revenu ici. Il doit être très heureux d'avoir signé avec l'une des meilleures formations de la CPL. Donc, thumbs up à Mohamed Farsi pour cette signature-là. Je veux qu'on se parle également en rafale 2-3 nouvelles. La MLS qui lance sa ligue de développement ou en tout cas quelque chose qui va s'apparenter à tout ça. On sait qu'il y a eu des changements majeurs au cours des derniers temps, des derniers jours avec l'annonce donc principalement à l'effet que il y a des clubs qui, pas des clubs, mais US Soccer qui se retirait. Donc la MLS qui va avoir son circuit de développement avec sa nouvelle compétition élite. C'est le US Soccer Development Academy qui a fermé les livres. Et ça laisse donc place à ça. En MLS, qu'est-ce qu'on pourrait voir cette année? On pourrait voir un mini-tournoi avec des matchs à huis clos. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour sauver la saison? Si c'est le cas, on va le prendre. On va prendre tout ce qui passe. Et je pense que ça pourrait être très intéressant quand même comme formule abrégée pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on aille un peu de soccer à se mettre sous la dent pour la saison estivale. Donc, on va espérer que ça tourne autour de ça et qu'on réussisse à avoir quelque chose d'intéressant avec tout ça. Article à 2 volets avec Jeff Hunt de l'Atlético Ottawa. Est-ce que la CPL va survivre à la COVID-19 et si oui, comment? Jeff Plante qui signe un article dans Le Droit. Je vous invite à aller lire ça, c'est super intéressant et j'ai partagé ça sur ma page Twitter, sur mon compte Twitter, le compte du podcast BBN. Donc, entrevue de Jeff Plante avec Jeff Hunt et c'est allé voir, c'est allé suivre. Je pense que c'est vraiment intéressant. La CPL, qui est une ligue en santé, une ligue qui a quand même de l'argent, on a fait ce qu'il fallait là, avec des contractions, on va appeler ça comme ça, dans tout ce qui pouvait sauver. Et je pense qu'on va réussir à sauver la ligue. C'est sûr qu'en CPL, tout comme en MLS, et on va s'en parler tantôt, principalement du cas de l'Impact, les revenus au guichet sont quand même relativement importants. Donc, est-ce que ça va faire mal? Faudra voir. On regarde ça dans une minute. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey Jeff, de retour. Merci à Stéphanie pour avoir fait le tour de nos réseaux sociaux. Moi, je reprends le collier pour vous dire, bon, est-ce que l'Impact va avoir de la misère à se remettre de la crise de la COVID? Je faisais une comparaison et je regardais, il y avait Ray Lalonde qui était de passage, là, essayez de mettre la main là-dessus au 5-7 du côté de RDS si jamais vous l'avez pas vu passer et qui parlait que l'Impact pourrait être le club montréalais le plus affecté de la crise. C'est sûr qu'on regardait là l'Impact, on regardait le Canadien, on regardait les Alouettes.
Les Alouettes, la saison est encore loin. On est comme dans l'entre-saison, donc ça devrait pas faire trop mal. Canadien de Montréal, on s'entend, c'est une grosse organisation, une organisation qui est là depuis longtemps, qui est fort rentable et qui a des bons moyens financiers. Restait 4 matchs à la saison. Le Canadien s'en allait, sans dire dans le mur, clairement était en dehors du portrait des séries d'après-saison. Devrait s'en remettre également. Pour l'Impact de Montréal, l'Impact avait tout à gagner cette année dans la MLS parce que l'Impact avait quand même un début de saison, soyons francs, à tout le moins très, très positif, qui laissait entrevoir des belles choses. Et à l'extérieur du terrain, pas juste sur le terrain, où il y avait des performances correctes, juste qui pouvait nous laisser présager de quoi de bien pour la présente saison. La performance et la tenue de Maxi Urruti étaient, somme toute, très, très juste, voire positive. Thierry Henry a créé sans aucun doute un engouement. L'équipe marketing du club a fait un travail incroyable pour le branding et l'image de marque de l'Impact de Montréal qui peine au cours des dernières années à faire sa place, à prendre sa place dans le monde du divertissement sportif au Québec. Et je pense qu'on était en train de créer quelque chose de bien. Donc les attentes étaient très élevées envers l'Impact à plusieurs niveaux, non pas juste au niveau des performances sur le terrain, mais en ce qui a trait à toute la rentabilité. On sait que Joey Saputo a perdu énormément d'argent dans l'aventure de l'Impact de Montréal au cours des dernières années. Ça n'a pas été toujours facile. Un gars de conviction qui croit en son projet, qui croit également en son produit, qui fait qu'on a encore du soccer aujourd'hui à Montréal, mais on se fera pas de cachette, ça roule pas sur l'or dans les coffres de l'Impact de Montréal. Et je pense qu'on avait beaucoup d'attentes envers cette saison-là. Et malheureusement, il y avait un match de la MLS de jouer à domicile. Donc, c'est sûr que ça fait mal. Ça va faire mal, ça va faire très mal à l'Impact de Montréal, mais qui devrait, somme toute, réussir à s'en remettre quand même. Mais c'est sûr que ça va laisser des traces, que ça va laisser des séquelles, et pas juste dans cette saison-ci, mais dans les saisons à venir. Donc, allez voir ça, Ray Lalonde, qui en parlait avec les gars du 5 à 7. Mais l'intérêt principal du podcast de ce soir était cette fameuse question Twitter. Est-ce que l'Impact devrait avoir un pouvoir de gestion sur Soccer Québec pour le développement du soccer au Québec? Vous avez répondu. Permettez-moi de prendre une petite gorgée d'eau. Vous avez répondu oui à 35%, non à 65%. Je pense que, somme toute, c'est représentatif, je vais le dire comme ça, des commentaires et des discussions que j'ai eues sur Twitter. Comme je vous disais d'entrée de jeu tout à l'heure, ça a fait beaucoup de bruit, ce sujet de discussion-là, et je pense qu'on a frappé chez les amateurs de soccer, et pas juste de l'Impact, mais du soccer québécois, du développement du soccer. Je pense qu'on a touché une corde sensible avec ça. Et clairement, il y en a plusieurs qui veulent pas voir l'Impact de Montréal s'introduire dans le paysage, dans la gestion du soccer au Québec. Moi, le point de vue que je voulais amener est loin de moi l'idée de vouloir imposer un monopole à l'Impact de Montréal sur la gestion du soccer. Parce que si je veux être cohérent, si je veux être logique et que je veux donner un monopole sur la gestion du soccer de l'Impact à Montréal et une mainmise sur Soccer Québec, ben ce qu'il faudrait que je dise, c'est que Thierry Henry devrait former son schéma tactique et dire à Soccer Québec, voici, moi, je joue comme ça, développez-moi des joueurs qui vont être capables de jouer comme ça. Et à toutes les fois qu'on change d'entraîneur, ce qui est fréquent chez l'Impact, faudra recommencer. C'est impensable, c'est illogique. Donc, il faut créer des athlètes.
Et présentement, selon moi, il y a deux réalités qui sont les réalités des grands centres et les réalités régionales. Le soccer se développe pas au même niveau dans chacun des bassins qu'on a à travers le Québec. Et c'est normal parce que justement, le bassin est beaucoup plus petit. Donc, théoriquement et hypothétiquement, le nombre de joueurs qui vont être issus des régions devrait être moins élevé que dans les grands centres. Donc, ce qui fait en sorte que le calibre devait être moins relevé, j'en conviens. Par contre, pour avoir joué, pour avoir touché à plusieurs sphères du soccer au Québec et à travers le Québec, moi je peux vous dire que dans certaines régions, les standards de qualité, les standards de développement, quand on veut faire du soccer de compétition, ne sont pas au rendez-vous présentement. Et il fallait un changement et je pense qu'on a un pas dans la bonne direction avec le programme de reconnaissance des clubs. Fédération canadienne de soccer qui gère quand même au-delà de 1700 clubs. On a essayé donc de former 4 catégories et si je vous résume tout ça grossièrement, on veut une structure de base, donc récréative, un champ de compétition régional, provincial et national. Donc je vous dirais que c'est pas mal les quatre catégories sur lesquelles on veut plancher du côté de Soccer Canada avec des objectifs clairs de définir des normes et des attentes envers les clubs de soccer, envers les associations et reconnaître l'excellence. On veut rehausser le niveau également de l'organisation. Donc, pas juste le club et les performances sur le terrain, mais les organisations concrètement. On veut donc amener du changement. C'est les 4 piliers, les 4 objectifs derrière ce projet-là. Tout ça devait aboutir en 2021 sur le début d'une structure de compétition qui est directement en lien avec la reconnaissance des clubs. On devait avoir le début de la première ligue juvénile U13, U14. Et je dis on devait. J'aurais aimé ça, je vais être franc avec vous, parler avec Dominique Boudreau, qui est responsable du développement des clubs à la Fédération de soccer, pour avoir son point de vue là-dessus, avec la crise qu'on vit présentement, avec le confinement, avec le fait qu'on va-tu, oui ou non, avoir une saison de soccer au Québec. Ça repousse-tu les plans? Ça replace-tu les plans en perspective? Je comprends que l'équipe de Soccer Québec, les gens qui sont là, qui sont en place, autant à Soccer Québec qu'à Soccer Canada, sont dans le jus, sont débordés eux autres aussi en temps de crise comme on est là. Donc, j'ai pas été en mesure d'obtenir un entretien pour cette édition-ci du podcast et je comprends très bien ça. Mais je vous invite à aller voir le site de Vie au Parc. Marc Touga, qui avait rencontré Dominique Boudreau, responsable du développement des clubs à la Fédération de soccer, pour discuter avec lui justement du projet de reconnaissance des clubs. Donc, si vous savez pas trop de quoi je parle, vous voulez en apprendre un petit peu plus, je pense que cet article-là, je vais essayer de vous mettre les liens sur la page Twitter, sur le compte Twitter du podcast BBN, mais cet article-là pourrait vous éclairer un peu là-dessus. Mais moi, ce que je disais finalement et ce que je prônais hier, c'est que on a un club. Si on regarde le plus haut niveau pour un joueur québécois, et là, je laisse de côté, je le sais que ça fera pas l'affaire de certains, je laisse de côté les petites filles et je laisse de côté ceux et celles, autant filles que garçons, qui jouent le soccer récréatif. Je veux me concentrer sur le développement compétitif et le développement sportif de compétition dans le monde du soccer au Québec. Donc, on part du point de vue que le plus haut sommet qu'on peut atteindre au Québec est le soccer de la MLS avec l'Impact de Montréal. Étant ainsi fait, est-ce que l'Impact devrait avoir un pouvoir de gestion sur Soccer Québec pour le développement du soccer au Québec? Moi, je pense que oui.
Et je dis pas qu'il doit avoir une mainmise, je dis pas qu'il doit avoir un droit d'autorité, un rapport de force, de contrôle, quoi que ce soit. Mais l'Impact devrait être impliqué énormément dans le développement du soccer au Québec. Puis je comprends qu'ils ont leur académie et il y en a plusieurs hier que si je résume l'étendue des discussions qu'on a eues, il y en a plusieurs dans le fond qui pouvaient résumer ça à regarde l'Impact qui développe leur académie, puis parallèlement à ça, laisser Soccer Québec gérer ses affaires, puis les clubs, puis les associations grandir de la façon qu'ils veulent. Mais le point que moi je veux amener, l'angle que je veux que vous le regardiez, c'est qu'on a au sommet de la pyramide l'Impact de Montréal. Alors, pourquoi ne pas les utiliser pour mettre un certain... une gradation dans le développement et de soumettre un plan pour dire, regardez, nous, on pense chez l'Impact de Montréal que, mettons, je vous donne un exemple, là, puis c'est vraiment grossier comme exemple, et c'est très brouillon, là, mais je vous le dis comme ça à brûle pour point. Mais disons, là, nous autres, on pense chez l'Impact que, par exemple, à U6, on devrait être en mesure de comprendre les délimitations du terrain et dans quel but qu'on marque, qui forme notre équipe et les règlements de base du jeu. Comprenez-vous? Maintenant, on se dit, OK, on part de là, U6, il faut qu'ils sachent ça. Faut que, par exemple, à U8, comprennent d'arrêter une passe avant de redonner pour avoir un meilleur contrôle sur le ballon, de comprendre c'est quoi une touche, c'est quoi un pied de but, c'est quoi un corner, à quel moment, puis il faut que ça devienne un automatisme. OK, le ballon sort, alors que je suis en phase offensive, on donne un pied de but, c'est le défenseur qui le sort, ça devient un corner. Il faut que ça devienne, OK, c'est réactif, faut pas attendre la réaction de l'arbitre pour savoir si c'est un pied de but ou si c'est un corner. Et par exemple, de dire, bon, à tel niveau, faut comprendre c'est quoi de jouer dans l'intervalle, c'est quoi de faire un overlap, c'est quoi un give and take ou un 1-2. Comprenez-vous? Donc, tout ça pour empêcher, et là, je le sais que les gens de Montréal vont dire hey, ça existe pas, là, mais en région, là, ça existe. Tout ça pour empêcher qu'on arrive dans des matchs U16 où on voit des joueurs qui sont en situation de ligue compétitive perdre des touches. Mauvaise touche, les pieds dans le terrain ou encore les deux pieds ont quitté le sol. Des choses comme ça qu'on devrait pas voir à ce niveau-là, comprenez-vous? Donc, l'Impact devrait servir à s'impliquer pour mettre sur pied un standard de développement et peut-être que ça va se faire dans le programme de reconnaissance des clubs. On pourra en parler dans un podcast complet de ce programme de reconnaissance des clubs parce que à certains points, j'émets des bémols et je suis pas sûr de certains ajustements qu'on va faire dans le cadre de ce programme-là. Mais c'est de l'opinion, hein. Donc, la vôtre compte autant que la mienne, mais moi, je suis pas tout à fait en accord avec ce programme-là. Il y a du bon, il y a du très bon. Et si on peut rehausser la qualité des clubs, c'est tant mieux. Moi, je pense que c'est clair qu'on a besoin d'une refonte du soccer au Québec pour amener le jeu justement à un autre niveau. Et je trouve ça inconcevable présentement que on ait des joueurs qui vont arriver au niveau de la PLSQ qu'on va avoir formés ici chez nous au Québec. On va les avoir pris U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12. Vous comprenez là vers où je veux m'en aller, mais on va les avoir ramenés, ces jeunes-là, jusqu'en PLSQ. Mais le gap entre la PLSQ et la MLS est tellement élevé. Ben, on va leur dire, regarde, si tu veux trouver là, l'entre-deux pour poursuivre ton développement,
malheureusement, tu devras quitter le Québec et aller chercher ailleurs, que ce soit en USL, que ce soit en CPL, et ou que ce soit du côté de l'Europe, ou peu importe, là, un autre championnat, que ce soit au Mexique ou name it. Mais clairement, présentement, il nous manque, il y a un gap entre la PLSQ, qui est le plus haut niveau avant la MLS au Québec, et c'est sûr que vous allez me dire, ouais, mais Jeff, il va y en avoir des équipes de PLSQ au Québec, c'est une question de temps. On le sait. Entièrement d'accord avec vous. Mais présentement, il n'y en a pas de club. Puis il faut développer nos jeunes. Puis je le sais qu'avec le temps, ils vont devenir de meilleurs, de mieux en mieux, parce que les joueurs qui sortent présentement du réseau et qui deviennent entraîneurs, ben, sont mieux formés, sont mieux qualifiés que ceux qui étaient au départ. On recule de 10 ans. On se cachera pas que des bénévoles qui... tu sais, puis c'est une image, c'est une parabole, et j'espère que vous m'en voudrez pas, parce que je veux vraiment pas mettre tous les gens dans le même bateau, mais il y a 10 ans, de voir un entraîneur-chef partir à la demi, fumer 2-3 tops sur le bord du terrain pour en revenir, ça existait. Coacher un match de soccer comme on coach un match de hockey, ça existait également. Donc oui, le soccer progresse, c'est une excellente chose, et ça va arriver. Et je veux pas mettre tout le monde, comme je vous dis, dans le même bateau, parce qu'il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont impliqués dans le soccer, qui mettent énormément de temps, énormément d'énergie à développer nos jeunes, et c'est fabuleux. C'est comme dans toute chose, là, il y a quelques pépins, mais ces pépins-là, faut les enlever. Faut les enlever du réseau. Et je pense que d'avoir l'Impact qui s'implique dans un système comme ça pourrait faire en sorte qu'on ait du soccer de meilleure qualité au niveau du développement. C'est pas normal que, par exemple, un club compétitif rendu à U16, U17 aille jouer des matchs de ligue, et que ça se termine comme 7-0 après la moitié d'une première demi. Tu sais, que ça arrive une fois, ça peut arriver, mais quand c'est 3-4 matchs en ligne, il y a de quoi qui marche pas, là. Soit que, tu sais, le système qu'on avait, et là, je sais qu'on va effacer ça avec le système de reconnaissance, mais peut-être que le système de promotion-relégation n'était pas bonne, ou peut-être qu'on jouait pas dans les bonnes ligues, dans les bons bassins. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'à Montréal, c'était peut-être pas une réalité, mais ailleurs, en région, ben ça existe, et moi je l'ai vécu comme entraîneur, je l'ai vécu comme joueur, d'aller jouer des matchs à l'extérieur pour finalement me taper même 4 heures de bateau, parce que je suis dans l'Est, puis que on pense que Rivière-du-Loup à la Fédération, puis Sept-Îles et Bécomo, c'est proche, mais tu sais, de partir. Vous le ferez à un moment donné, là, partez de Rivière-du-Loup, puis allez-vous-en à Bécomo, allez à Sept-Îles, allez au Saguenay, pour aller gagner des matchs 7-0 après 9 minutes de jeu, 10 minutes de jeu. Ben, ça en devient ridicule. Que ça arrive une fois, ça peut passer, mais que je parte de Rivière-du-Loup pour aller à Matane, que j'attende le bateau, que je fasse 4 heures de bateau pour aller gagner 7-0. Et là, je retourne au bateau, je reviens. C'est un non-sens. Que l'année d'après, parce que on n'est pas capable d'avoir des clubs à tous les niveaux, mais que je retourne avec ma même équipe faire le même voyage, et que là, c'est le contraire, parce que finalement, mon club est surclassé, parce que finalement, on joue une année sur 2 là-bas. Donc, là-bas, mettons, toutes les U15, U16 sont en U16, puis moi, ben, j'ai un vrai U15. L'autre année d'après, j'affronte un club finalement de U16, moi je suis en U15. À cet âge-là, le développement des jeunes sont en poussée de croissance, c'est des adolescents, donc ils ont une tête de plus, ils pèsent tous 10 livres de plus, ils font peur à mes jeunes, donc là c'est le contraire. Là, c'est moi qui se fait sortir et qui n'est pas de calibre
à compétitionner dans ce match-là, puis là, mes jeunes perdent le goût du soccer. De perdre un match de soccer 2-1, de le perdre 3-1, mais d'avoir tout donné et d'avoir joué un bon match, on peut en tirer une leçon. Mais de perdre 5-6 matchs en ligne, 7-0, 8-0, 6-0, il y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de leçon à en tirer, sinon du découragement et l'envie de partir du terrain et de se diriger dans un autre sport, comprenez-vous? Donc moi, je pense qu'à ce niveau-là, et j'en reviens à mon idée de base, je pense que l'Impact devrait dire, OK, faut que les équipes de tel niveau soient justement à tel niveau. Sinon, ben qu'on les pousse dans le récréatif, puis c'est correct de jouer récréatif. C'est correct de pas avoir d'équipe, de compétition et de jouer local. Et pour le plaisir, si on sait que la plupart du bassin va le faire. Mais tu sais, j'en reviens encore à ma réalité de région. Tu sais, de voir des directeurs techniques, il y a de ça quelques années encore, téléphoner puis dire, regarde, on te donne une équipe de compétition cette année, voici la liste des joueurs, tu te fais un cas de sélection, choisis tes joueurs. Donc là, toi, tu te peaufines, puis tu te fais un schéma tactique, puis tu essayes de dire, OK, nous autres, regarde, avec les forces, les réalités de ce qu'on peut trouver dans notre bassin, on va jouer de tel schéma. Je pense qu'on a un avantage à le construire comme ça. Et là, le directeur technique qui vient de voir, la mère à Francis, elle a appelé, puis là, faudrait que Francis joue avec Benoît. Fait que là, tu peux scratcher un autre joueur finalement, parce que là, vu que tu veux absolument Francis, il va falloir que tu prennes Benoît. Fait que là, tu sais, à un moment donné, bon, OK, je vais faire la concession, tu sais, j'ai pas le choix. Mais là, après ça, là, le directeur technique vient te revoir. Finalement, Jonathan, lui, il voyage avec Johan. Donc, si tu prends Jonathan, il faudrait que tu prennes Johan également, parce que sinon, ça ira pas bien. Mais, tu sais, à un moment donné, là, on joue-tu au soccer de compétition où on veut jouer au polish, là, tu sais, comprenez-vous? Et c'est là qu'il doit y avoir vraiment une distinction entre le soccer de compétition et le soccer local récréatif. Puis c'est correct qu'il y ait du local récréatif, puis il faut que les jeunes bougent, faut qu'ils aiment ça, faut qu'ils s'amusent dans tout ça. Mais laissons ceux qui veulent s'amuser, puis ceux qui veulent développer et qui veulent aspirer à des plus hauts sommets, qui veulent se développer, mais on peut-tu les faire jouer avec les meilleurs parce qu'on apprend des meilleurs? Mais pour ça, il faut une rigueur et il faut une constance à travers toutes les équipes, à travers tout le Québec pour réussir à mettre sur pied quelque chose de solide qui va faire qu'à l'autre bout, l'Impact va avoir un bon bassin de joueurs compétitifs pour recruter des joueurs. Et rendu là, le temps que ça monte, c'est sûr qu'on va l'avoir, l'équipe de CPL. On le sait, c'est une question de temps. Laval devrait arriver. On a Québec qui devrait être d'un carton également. Donc, on va arriver à ça. Mais d'ici là, je pense qu'il faut faire des choix. Et le programme de reconnaissance des clubs est, selon moi, un pas dans la bonne direction. Mais c'est pas tout. Moi, je pense que, sincèrement, il faut une implication de l'Impact de Montréal dans le processus. Ne serait-ce que de juste sentir qui sont là, qui sont dans l'environnement, qui ont un œil de rivé là-dessus et qu'ils n'ont pas des œillères à dire, nous, on a notre académie, si vous ne fitez pas dans l'académie, si vous n'êtes pas dans l'académie, vous avez plus ou moins une chance d'aboutir au sein de l'Impact de Montréal, alors que l'académie, c'est le fun. C'est le fun pour les gens qui sont proches ou puis je peux comprendre qu'il y a des concessions à faire, là. Mais le jeune qui a du potentiel qui reste dans le fond de cette île, est-ce qu'on va le sortir de son milieu familial si tôt pour dire, OK, la seule option que tu as, là, c'est de te joindre à l'Académie de l'Impact? Comprenez-vous que c'est pas facile. Puis je le sais qu'il y en a qui le font. Puis moi, personnellement, le mien,
Ben, il l'a fait, tu sais. Ça fait 2 étés là qu'il est pas avec nous autres. Puis on demeure à Rivière-du-Loup, qui joue tu sais, à Québec. Il a fait un passage donc dans 2-3 équipes où il a dû aller en hébergement pour toute la saison estivale. C'est dur quand même à cet âge-là. Et il l'a fait. Tu sais, il croit en ce qu'il fait. Il aspire à des grandes choses. C'est le fun. C'est le fun. On va l'encourager. On va le pousser parce que je veux le voir dans le sport. Et on va l'accoter là-dedans. Mais comprenez-vous que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Donc, de dire, là, moi, je l'envoie très, très tôt à l'Académie de l'Impact si on n'est pas, tu sais, directement de la métropole ou des alentours, ça devient une chose qui est difficile. Mais on peut-tu standardiser un peu notre soccer overall pour qu'on ait quand même la possibilité de développer nos meilleurs éléments qui viennent de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Sept-Îles, de Donnacona, de Granby ou dans le fond de la Beauce. Ben, je pense que tous les bons éléments, faut les avoir et les développer. Je le sais que ça passe par des ressources financières importantes. Je le sais que certaines associations, certains clubs n'ont pas les moyens pour offrir nécessairement du soccer de qualité ou n'ont tout simplement pas le bassin pour le faire à proximité d'eux. Mais il faut trouver un moyen, il faut continuer de se creuser la tête et d'essayer de pousser notre soccer encore 2-3 échelons plus loin. Là-dessus, je vous retiens pas plus longtemps. On refait une petite pause de réseaux sociaux, on fait un wrap-up de ce qui s'est passé dans le podcast d'aujourd'hui et après ça, ben, je vous laisse aller. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, Jeff qui est là avec vous pour clore donc cette édition du 16 avril 2020 du podcast BBN. Merci à tous d'avoir été là. Comme Stéphanie vient de vous le dire, vous pouvez nous suivre partout sur les réseaux sociaux. On est là. Ceux qui ont pris le goût et l'intérêt pour notre chaîne YouTube, lâchez pas, restez proches, restez dans l'environnement du podcast. On vous revient très prochainement avec un podcast en version vidéo, je vous le garantis, ça s'en vient. Donc, résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui, l'Impact, peut-être qu'on va avoir une formule tournoi à travers la MLS avec peut-être des matchs à huis clos. Donc ça, c'est une bonne chose. L'Impact va être l'équipe montréalaise qui va souffrir le plus de l'absence de sport pendant la période estivale. On a dit également d'aller lire l'article de Marc Touga avec Soccer Québec pour la reconnaissance des clubs. Allez voir sur RDS l'entretien de Ray Lalonde, justement sur les difficultés que pourrait avoir l'Impact avec advenant une non-saison de soccer cet été. C'était au 5-7. Sinon, je vous invite à laisser vos commentaires et à nous suivre sur les différentes plateformes, principalement Twitter et Spreaker, qui sont nos plateformes de prédilection.
Là-dessus, moi, je tire la plug. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Continuez de nous suivre. Continuez de faire grandir notre belle communauté. J'ai un grand plaisir à animer ce podcast-là et je pense que l'interaction devient de plus en plus belle et de plus en plus constructive. Donc, c'est le fun. On s'en vient en vidéo dans pas long. On est en confinement, nous autres aussi. On est en train d'installer les studios. On s'est équipé là ici. On est vraiment dernière techno. On a tout ce qu'il faut, des nouveaux ordinateurs flambettes. On a des nouveaux micros. On a une console qui est, ma foi, wow! On est en train d'installer des caméras. Donc, on va mettre tout ça en place. On va maîtriser tout ça après 2-3 tests et on va vous donner rendez-vous sur les internets. Donc, n'ayez crainte. Là-dessus, je tire la plug. Jeff qui vous dit merci. Si vous avez aimé, comme Stéphanie vous a dit, partagez. Plus on est de fous, plus on rit. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.